C'est un monde tentaculaire qui représente plusieurs milliards de dollars et qui fait vivre des millions de personnes. C'est un marché mondial complexe où le goût et l'argent se marient dans une danse exotique. Elles sont bien plus que des plantes, elles sont le résultat d'une chaîne complexe de production impliquant une organisation et une hiérarchie souvent cloisonnée. Elles voyagent à travers les frontières et passent par de multitudes de points de contact pour se retrouver finalement dans vos assiettes. Pour beaucoup, les épices, ça évoque des saveurs exotiques, des bienfaits pour la santé et des traditions culinaires anciennes. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ce marché coloré et appétissant a un côté sombre, la fraude généralisée. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de lever le voile sur ces pratiques et sur une réalité beaucoup moins connue de l'industrie des épices. Vous allez découvrir que les épices ne sont pas forcément aussi saines que ce que l'on peut penser. Donc préparez-vous à voyager dans un monde où le profit et le goût se mêlent au parfum. Bon, avant de commencer, je pense que c'est important de comprendre comment tout ça se structure, comment les épices se retrouvent dans votre assiette, du producteur jusqu'au consommateur, avec tous les intermédiaires, comment votre poivre, votre vanille, vos clous de girofle se retrouvent dans votre assiette, et quels sont les interlocuteurs. Bien que ce modèle ne s'applique pas à toutes les épices que vous pouvez trouver dans les supermarchés, il est très rare que vous puissiez trouver des épices qui n'ont eu que 3 intermédiaires. Et ça, 3 intermédiaires, c'est dans le meilleur des cas. Donc du producteur au consommateur, voici les principales intermédiaires qu'une épice peut rencontrer sur son chemin. Donc le producteur, la coopérative, le collecteur, l'exportateur, l'importateur, le distributeur, le détaillant et enfin le consommateur. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de personnes qui sont susceptibles de pouvoir avoir l'épice entre les mains avant que vous puissiez la consommer. Je vais vous expliquer assez rapidement ce que font tous les intermédiaires possibles. En premier, le producteur. Donc le producteur, c'est simple, il produit l'épice. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. La majorité des épices qui sont produites dans le monde sont produites en Asie, Bangladesh, Chine, Vietnam, Indonésie. Mais bon, le plus grand producteur au monde, c'est bien évidemment l'Inde, avec une production totale estimée en 2018 à plus de 500 millions de tonnes. Toutes épices confondues. Donc ensuite, quand les épices sont produites, elles peuvent aller à des coopératives. Donc les coopératives fonctionnent sous différents modèles, mais bon, le modèle le plus répandu, c'est des agriculteurs, des producteurs qui vont se mettre ensemble pour pouvoir allier leurs forces et aller toucher de plus gros marchés. Ça va leur permettre d'utiliser, avoir des moyens de production qu'ils ne pourraient pas avoir s'ils étaient seuls. Donc ces coopératives vont être chargées, dans la majorité des cas, de transformer l'épice, les nettoyer correctement, les sécher correctement, les conditionner afin de les vendre. Une fois les épices transformées, elles sont confiées ou vendues à des collecteurs. Le collecteur fait l'intermédiaire entre les coopératives, les producteurs et les exportateurs. Les exportateurs sont les personnes qui vont vendre aux importateurs. Ils organisent le mouvement des épices d'un pays à l'autre. Ensuite, on a les importateurs qui achètent les épices aux exportateurs et qui font rentrer les épices dans un autre pays. Ces importateurs peuvent vendre directement leurs épices à des distributeurs ou à des détaillants. Donc les distributeurs achètent des épices en grande quantité et les revendent soit à des détaillants, soit directement aux consommateurs. Et les détaillants vendent directement les épices au consommateur final. Donc ça peut être des épiceries, des marchés aux épices, des magasins en ligne, etc. Pour finir enfin avec le consommateur, vous. Petite précision avec l'Inde qui a un fonctionnement particulier, les marchés aux enchères d'épices. Ces enchères, elles jouent un rôle crucial pour fixer le prix de certaines épices. Donc ces enchères, comment ça fonctionne? Comme des enchères classiques, les acheteurs viennent dans des salles d'enchères, ils vont avoir des lots qui sont exposés, ils vont pouvoir les examiner, les goûter, voire se rendre compte de la qualité, puis ensuite, ils vont rentrer dans cette salle d'enchères. Et là, c'est au plus offrant. C'est celui qui donne la meilleure somme qui va repartir avec le lot. Donc ça se fait beaucoup avec la cardamome, par exemple. Donc ces enchères, elles sont très réglementées pour assurer la transparence et l'équité. Elles sont souvent supervisées par des organismes d'État ou des comités coopératifs d'épices. Donc vous aurez compris qu'avec autant d'intermédiaires,
ça ouvre la voie à plein de fraudes. À chaque fois que l'épice passe sur un intermédiaire, c'est une fraude possible. Bon, il est important de noter que cette structure varie. Toutes les épices ne passent pas par tous les intermédiaires. Il y a des personnes qui achètent directement au producteur, il y a des personnes qui sont acheteurs, exportateurs, et cette structure peut varier suivant les régions du monde. En fait, il y a quelques épices qui sont cultivées et vendues dans la même région, ce qui crée ce qu'on peut appeler des marchés de niche. Le marché de niche, en général, c'est le résultat de conditions climatiques bien particulières et d'autres facteurs environnementaux uniques qui permettent en fait une culture spécifique des épices qui y sont produites. Ça peut être aussi dû à une tradition ancestrale qui est perfectionnée au fil des générations. Comme marché de niche, on peut penser à la vanille de Madagascar, le poivre de Kampot, le poivre de Penja, la cannelle de Ceylan, donc il y en a plein. Cependant, ces marchés de niche peuvent ouvrir la voie à des opportunités de fraude, surtout quand la demande est énorme. L'exemple le plus criant, c'est la vanille de Madagascar. Premier producteur mondial avec une augmentation toujours plus grande de la demande. Certains intermédiaires, comme les exportateurs, n'hésitent pas à avoir recours à des techniques de fraude pour vendre plus cher. Bon, les crimes liés à la vanille de Madagascar sont nombreux, mais la fraude, c'est sûrement le crime le plus répandu. Parmi les pratiques les plus courantes qu'on peut retrouver à Madagascar sur la vanille, on a la vente de vanille volée, la vanille trempée, couper la poudre de vanille avec d'autres substances, mais aussi asperger les gousses de vanille avec de l'arôme de vanille. Bon, si seulement Madagascar était le seul endroit où la fraude existait, ça serait bien. Malheureusement, c'est un problème global dans l'industrie des épices et qui prend de multiples formes. Bon, les fraudeurs, ils sont malhonnêtement ingénieux. Parmi les techniques les plus connues, on a la dilution, la substitution, fausse déclaration d'origine, produits de mauvaise qualité, voire dangereuse. Donc la dilution, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est simple. La dilution, c'est prendre une épice et la couper avec une substance moins coûteuse pour faire augmenter le prix au kilo. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, avec le poivre noir. Avec le poivre noir moulu, on peut retrouver des coques de noix carbonisées, de la poudre de pierre, du son de blé et même du charbon. Avec le safran, épice la plus chère du monde, c'est aussi courant de trouver des fils de maïs teintés en rouge pour imiter le pistil. La cannelle de Ceylan est souvent diluée avec de la cannelle casse, qui est une autre cannelle, mais pas la même. Et le curcuma aussi, on peut retrouver des colorants, des choses. Vous en doutez sûrement, mais bon, ça peut être très dangereux. Donc ensuite, autre super fraude qui existe dans ce super monde des épices, la substitution. La substitution, c'est super simple. C'est même plus la même épice. C'est autre chose. On va prendre un exemple, le safran. Alors le safran que vous achetez dans le commerce, bah, c'est cher le safran. Mais il y a des petits malins qui ont trouvé une solution pour que eux, ça leur coûte pas cher. Ils remplacent les pistils de safran par une autre plante, des pétales de fleurs de cartame. Ça ressemble à ça le safran et ça ressemble à ça les fleurs de cartame. Séché, le safran, fleurs de cartame séchées. Franchement, si vous connaissez pas le safran, connaissez pas très bien le safran, je me demande comment vous pouvez faire la différence. Ensuite, on va passer à une autre fraude, c'est tout simplement fausse déclaration d'origine. Très simple, vous allez dire que vous avez acheté une épice ici, mais en fait vous l'avez achetée ici, et cette épice que vous avez achetée ici, bah, elle coûtera moins cher que cette épice que vous achetez ici. Et vous l'avez achetée, et vous la revendez sous le nom de machin bidule truc. Dernier point de fraude, c'est les produits qui sont de mauvaise qualité, voire dangereux. Mais c'est pas que qualité, parce que qualité, vous pouvez acheter une viande, quelque chose de mauvaise qualité, si on vous ment pas, on vous ment pas. Mais là, c'est qualité et sécurité, vraiment. C'est au détriment de la qualité, plus le danger qui s'ajoute. Donc ce point, ça rejoint un peu les autres points. Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation, de la répression des fraudes, la DGCCRF, malgré une amélioration générale, il y a beaucoup d'anomalies qui persistent dans la qualité des épices en France. Dans ces anomalies, ça inclut ce qu'on a vu avant, présence de matières étrangères, utilisation de substituts ou l'ajout de colorants exogènes, défaut d'étiquetage. Donc c'est un peu l'histoire du safran. Là où ça devient vraiment dangereux, c'est quand ces épices sont coupées, substituées, diluées avec des substances potentiellement allergènes. Un exemple, toujours d'après la DGCCRF, 15% seulement du safran vendu en France ne présente pas d'anomalie. 15%, ça veut dire que 85% du safran qui est vendu en France est
c'est de la merde. Autre problème que ça soulève, c'est quand le producteur ou les exportateurs ou n'importe quelle personne de la chaîne de production va avoir des méthodes problématiques, les épices peuvent être sujettes à contamination bactérielle. Plusieurs choses qui sont possibles, on peut en citer quelques-unes. Le contact avec des aliments qui sont contaminés, un mauvais conditionnement des épices qui vont être transportés avec d'autres aliments contaminés, qui vont potentiellement contaminer l'épice, mais aussi pour la mauvaise production, le taux d'humidité, très important dans une épice. Il faut que l'humidité soit stable. Si elle n'est pas stable, l'humidité, ça va favoriser le développement bactériel. Par exemple, des champignons en tout genre. Les bactéries qui peuvent contaminer les épices, il y en a plein. Bon, on peut citer un événement qui est récent, qui a eu lieu en 2021, où la DGCCRF demandait à un certain nombre de commerçants de retirer leurs produits de la vente, qui étaient potentiellement mis en contact avec du sésame contaminé, qui avait été importé de mauvaise façon. Quelles sont les motivations des fraudeurs? Vous l'avez compris, l'argent. Oui, c'est pas un secret, la fraude c'est pour gagner plus d'argent, donc maximiser les profits, le coût de production beaucoup moins élevé, exploiter la méconnaissance des gens, les arnaquer quoi. Et bon, c'est surtout que ce marché des épices, ce marché mondial, il est très très peu régulé. Il est régulé mais les contrôles sont laxistes. Par rapport à d'autres secteurs comme le secteur laitier ou le secteur des viandes, il n'y a pas de réglementation stricte qui régit le marché des épices. Ce qui signifie en fait que les acteurs malveillants de ce marché peuvent se permettre beaucoup de choses, comme vous l'avez vu, même si plusieurs cadres légaux ont été mis dans plusieurs pays pour pouvoir contrer en fait cette fraude généralisée. Bon, vous l'avez compris, il est très difficile pour le consommateur de savoir d'où vient son épice, mais surtout si elle est vraiment qualitative, si c'est vraiment l'épice des fois. Le manque de réglementation plus la complexité de la chaîne d'approvisionnement font qu'en fait, beaucoup de gens sont motivés par la fin du gain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, et si vous avez envie de réduire les intermédiaires et de savoir où viennent vos épices, je vous invite à commander sur notre boutique.